Bonjour et bienvenue chez Testachat. Aujourd'hui, je suis avec France Kowalski, qui est notre experte succession. Et donc, on va parler de sujets pas trop légers. Et donc voilà, moi je me pose parfois la question, est-ce que ça vaut la peine ou pas d'organiser sa succession, de planifier tout ça? Ou pas, sachant que les droits de succession, c'est super cher, donc autant les éviter, non? Oui, alors les droits de succession peuvent être super chers, mais ça dépend de la situation. Donc Muriel, pour répondre à ta première question, est-ce qu'il faut y penser? Je dirais oui, il faut y penser. Il faut pas forcément faire quelque chose, ça c'est différent. Mais je dirais que tout le monde doit réfléchir à sa situation. Alors, tout le monde a envie d'éviter que les héritiers aient beaucoup de droits de succession à payer. Mais pour savoir s'ils devraient en payer beaucoup ou non, il faut d'abord savoir qui sont nos héritiers. Alors, il y a des situations familiales évidentes, où tu as papa, maman et 2 enfants. Les enfants vont hériter. Quand quelqu'un a des enfants, ce sont ses enfants qui héritent. Donc, c'est relativement simple. Puis, tu as des personnes qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont peut-être pas de frères et sœurs, ou qui en ont, ou qui ont encore leurs parents, ou qui ont des neveux et nièces. Et dans ce cas-là, c'est déjà plus compliqué de savoir qui va hériter. Donc, ça, c'est une question qu'il faut se poser. On a des outils pour ça, pour répondre à cette question. C'est relativement simple. Mais c'est le préalable. C'est savoir qui va hériter. Après, il faut aussi savoir combien ces personnes vont hériter. Parce que les droits de succession, c'est pas un tarif fixe, c'est un tarif qui est progressif. Et donc, plus le montant de la succession est important, plus le tarif augmente. Et donc, quand tu me dis les droits de succession sont super chers, c'est oui et non. Parce que le tarif en ligne directe, donc entre les parents et les enfants, ou grands-parents et petits-enfants, ça commence à 3%. Oh, ça va, ça. Ça va. Mais c'est sur une petite tranche. Ok. Parce que quand on arrive, alors il y a des tranches, c'est 3, puis 4, puis 5, etc. Et le maximum en ligne directe, c'est 30%. Ah oui, quand même. 30%, ça commence à... Mais bon, c'est 30% à partir d'un montant hérité de 500 000 euros. Okay. Donc il vaut mieux ne pas avoir beaucoup d'argent et avoir des héritiers directs. C'est ça, exactement. Parce que si tu n'as pas d'héritier en ligne directe, donc pas d'enfants, et que ce sont des personnes comme des cousins ou des cousines, des neveux et nièces, ou que tu n'as vraiment pas de famille ou que tu veux faire un testament pour un ami, ça tu peux faire aussi. Oui. Mais là, le taux, c'est 80%. 80%. Le taux le plus élevé. Mais le taux le plus élevé s'applique à partir de 75 000 euros. Eh oui. Donc, il faut le savoir. À Bruxelles, c'est 80% aussi, mais à partir de 175 000 euros. Mais quand même, 80%, c'est un taux... Oui, c'est énorme. Et donc, il y a moyen d'échapper à ça en donnant une grosse enveloppe, par exemple ? Oui, en donnant de l'argent ? Oui, le moyen le plus facile d'éviter les droits de succession, c'est de donner ses biens de son vivant, faire des donations. Alors, le plus facile, c'est de faire une donation d'argent, parce que tu peux donner de l'argent de la main à la main, ou tu peux faire un virement bancaire. Ça fonctionne aussi. C'est une limite, donation. Les limites vont être posées par ta banque, en fait, parce que on a toujours dit traditionnellement qu'on pouvait donner l'argent de la main à la main. C'est vrai, c'est toujours vrai. Seulement, tu vas devoir retirer l'argent de ta banque, de ton compte. Et ça devient compliqué. Si tu veux retirer 5 000 euros, ça va aller, mais si tu veux retirer 30 000 euros, 50 000 euros, la banque va te demander pourquoi. Okay. Et aussi, la personne à qui tu donnes l'argent va se retrouver avec 50 000 euros à déposer sur son compte, et la banque va aussi lui demander d'où viennent ces 50 000 euros. C'est pas parce que la banque est curieuse, c'est parce qu'elle est obligée de le faire à cause de toute une réglementation européenne pour lutter contre le blanchiment d'argent et lutter contre le financement du terrorisme. Et donc, les banques ont des obligations strictes. Du coup, ça devient difficile de retirer même son propre argent de la banque pour le donner de la main à la main. Mais en gros, ils demandent, on répond, et c'est bon, il n'y a pas de formalité. Bon, ça, il faudra discuter un peu avec sa banque. C'est pour ça que je le dis. Mais un virement, normalement, on peut le faire. Là aussi, les virements, il y a des montants limites, mais tu peux faire plusieurs virements. Tu peux les échelonner en plusieurs mois aussi. Et si on donne un bien immobilier, c'est plus facile? J'ai encore un mot. C'est rien, c'est pas grave. J'ai encore un mot pour les donations d'argent. On peut aussi les faire via un notaire. Et si tu les fais via notaire, tu peux, à ce moment-là, tout est acté, tu as un acte de donation et tu peux donner alors davantage. Ça simplifie un peu
le fait de donner l'argent, mais évidemment, la donation notariée va être enregistrée et tu as 3%, quand c'est en ligne directe, oui. Tu as 3% de droits d'enregistrement à payer. N'empêche, 3%, c'est quand même beaucoup moins que les 30% maximum en ligne directe ou les 80% pour des personnes étrangères. Oui. Donc, ça vaut quand même la peine, même de passer par un notaire pour une donation d'argent. Puis, tu peux aussi donner un immeuble, si tu en as. Alors, ça, c'est à voir un petit peu. Moi, je conseille pas de donner la maison, ta maison familiale, celle où tu résides, parce que tu dois quand même habiter quelque part. C'est vrai. Donc, quand on veut donner, c'est très bien, mais il faut toujours savoir qu'on en a encore besoin. Donc là, ça dépend aussi de l'âge qu'on a, de l'espérance de vie qu'on a encore, si on est en bonne santé, en moins bonne santé, si on a plusieurs biens immobiliers. Alors si on en a plusieurs, alors oui, ça devient intéressant d'en donner un ou deux, ou voilà. Mais la maison familiale ou l'appartement familial, on a quand même besoin d'habiter quelque part. Donc là, voilà, je suis un peu plus réservée. Alors, pour un bien immobilier, on est obligé de passer par une donation notariée, parce que pour donner un immeuble, il faut un acte notarié. Et là, les droits d'enregistrement sont quand même plus élevés. Ah, zut. Donc, oui, c'est pas gratuit, mais ça reste moins élevé que les droits de succession si jamais tu ne fais rien de ton vivant. Ok, voilà. Donc dans ce cas-là, mieux vaut prévoir. Et une option aussi, c'est il y a des gens qui achètent des maisons au nom de l'enfant et il y a un truc de nue propriété, d'usufruit et tout ça. Oui, alors ce qu'on peut faire aussi, si on veut acheter par exemple une seconde résidence, qu'on a déjà un certain âge et qu'on a des enfants, on peut envisager un achat scindé, comme on appelle ça. Et donc un achat scindé, ça veut dire que les parents achètent l'usufruit. Donc ça veut dire que tu peux l'utiliser, tu peux l'habiter, tu peux le donner en location. Donc les revenus, si tu veux, de ce bien immobilier seront pour les parents. Donc eux achètent l'usufruit et les enfants achètent la nue propriété. La nue propriété, ça veut dire qu'ils sont entre guillemets nus propriétaires, oui, ça c'est un peu une lapalissade, mais ça veut dire qu'ils n'ont pas l'usufruit. Donc les revenus ne seront pas pour eux, mais pour les parents. Donc officiellement, ils sont propriétaires, mais dans l'état actuel des choses, ils reçoivent. Ils ne reçoivent pas la totalité, si tu veux, de ce bien immobilier. Alors, tu vas me dire, oui, mais les enfants achètent, donc ils doivent aussi payer une partie du prix. L'astuce, c'est que ce sont les parents qui vont au préalable leur donner l'argent pour acheter ce bien, pour acheter la nue propriété du bien. Donc, plutôt que les parents achètent la totalité, ils donnent à leurs enfants l'argent nécessaire pour acheter la nue propriété, et puis eux, les parents, achètent seulement l'usufruit. Alors, il faut faire un petit peu attention avec cette méthode, parce que le fisc ne fait pas trop confiance, et donc c'est très important de donner l'argent aux enfants avant de réaliser la vente ou l'achat plutôt du bien. Il faut vraiment que l'argent soit donné au préalable. Donc ça demande une petite organisation. Ça demande une petite organisation, et comme on va devoir aller chez le notaire pour l'achat du bien immobilier, autant lui demander conseil et il va pouvoir donner les conseils appropriés. Donc ici, j'ai parlé de l'achat d'une seconde résidence, mais ça pourrait aussi être le cas quand des personnes habitent dans une maison qui devient trop grande parce que leurs enfants sont tous partis de leur côté et qu'ils envisagent de vendre leur maison pour acheter un appartement ou une maison plus petite. Mais ils peuvent envisager le même genre de... Oui, c'est le même cas de figure. Et ça dépend des régions. Parfois, c'est plus intéressant d'acheter en Wallonie, Bruxelles, Flandre. Oui, alors les droits d'enregistrement, les droits de succession, tout ça, c'est différent d'une région à l'autre. Mais bon, est-ce qu'on va vraiment choisir son bien dans une région plutôt qu'une autre à cause des droits de succession ou des droits d'enregistrement? Non, effectivement. Bon, voilà, c'est chacun son choix, mais ça pourrait aussi s'envisager, bien sûr. Et donc, ça veut dire que si tout est réglé de ce côté-là, je peux mourir tranquille? Non, pas vraiment. Donc, ça dépend un peu ça dépend un peu de ce qu'on a prévu de faire. Donc, moi, je dirais, on envisage un planning successoral avec une situation donnée à un moment donné. Mais cette situation peut évoluer, donc il faut revoir
Peut-être qu'aujourd'hui, je vais décider que je n'ai rien à faire parce que j'ai des héritiers, parce que j'ai pas trop d'argent. Mais d'ici 10 ans, la situation pourrait avoir changé. Et donc, je pourrais avoir plus d'argent. Ça pourrait commencer à valoir la peine de faire un planning. Ou bien, j'ai envisagé de donner mes biens à ma sœur ou à mon frère. Entre-temps, mon frère ou ma sœur est décédé. Et donc, c'est plus le même cas de figure. Donc, il faut revoir la situation, je dirais, tous les 5 à 10 ans. Oui, en fonction de la configuration familiale. Et des éventuelles rentrées d'argent ou pertes d'argent qu'on a. Bon, voilà, écoute, merci beaucoup France, c'est beaucoup plus clair pour moi, j'espère pour vous aussi. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Un tout grand merci France et à bientôt. Mais avec plaisir Muriel, au revoir. Au revoir.